Bonjour à tous. Alors avec cette vidéo, on va revenir un peu sur la thématique de l'émotionnel et en particulier tout ce qui concerne l'importance de la peur dans la mécanique émotionnelle. Euh, Selon les différents auteurs ou courants en psychologie, on parle souvent d'émotions primaires, secondaires ou tertiaires, les deux dernières se construisant sur la base d'une poignée d'émotions primaires. Au fil des années et de mes recherches et de mes expériences s'accumulant, je me suis rendu compte d'une chose importante, c'est que toutes nos émotions qu'on perçoit négativement découlent d'une peur. C'est-à-dire qu'à la base de chacune de ces émotions, que ça soit la colère, la tristesse, la frustration, peu importe, il y a une peur qui va déclencher ces émotions-là. Donc il y a d'abord une peur et ensuite ces émotions. Donc ces émotions, quelles qu'elles soient, sont toujours secondaires. Il existe une multitude de peurs et celles-ci vont se ranger dans 5 catégories que j'appelle les peurs fondamentales. La première, c'est la peur de l'extinction. C'est la peur de la destruction, de ne plus exister. C'est une manière plus fondamentale d'exprimer ce qu'on nomme souvent la peur de la mort. L'idée de vacuité face à l'existence que l'on connaît, en tout cas physiquement, réveille généralement une anxiété assez primaire et existentielle chez tous les êtres humains. La deuxième, c'est la peur de la mutilation. C'est la peur de perdre un élément de notre précieuse structure, de voir nos limites franchies ou de perdre notre intégrité. On pense directement effectivement à l'aspect biologique, à l'aspect physique du corps, que ce soit les organes, la structure, un morceau, un membre, quoi que ce soit. Quand on parle de mutilation, c'est ce à quoi on pense, mais ça aussi touche toutes les autres structures qui peuvent être psychologiques, égotiques ou évidemment émotionnelles. La troisième, c'est la peur de la perte d'autonomie. C'est la peur d'être immobilisé, paralysé, restreint dans nos mouvements, dépassé par une situation, emprisonné, étouffé, contrôlé par des circonstances extérieures en dehors de notre contrôle. Bref, fondamentalement, c'est une sorte de claustrophobie pour le corps qui peut s'étendre encore une fois à tous les autres aspects de l'individu, c'est-à-dire socio, psychique, et psychologique, émotionnel, etc. La peur de la séparation, c'est la peur de l'abandon, du rejet, de la perte de connexion. L'être humain, on est un animal social par excellence, et l'éventualité de devenir une non-personne, quelqu'un de non désiré, de rejeté, de non respecté ou pas apprécié par qui que ce soit, c'est quelque chose qui est très pénible. L'idée d'une mise en quarantaine, si elle est imposée par un groupe, peut avoir un effet psychologique dévastateur. L'individu se nourrit de toutes ces interactions qu'il entretient avec les autres, même les plus négatives et les plus destructrices qu'on pourrait envisager, sont encore loin de cette peur de la séparation. Donc l'indifférence étant toujours pire que quoi que ce soit d'autre. La cinquième, la peur de la mort de l'ego. C'est la peur de l'atteinte profonde pouvant menacer l'intégrité de l'individu, l'intégrité du soi. C'est la peur de la destruction ou de la désintégration de ce qu'on a pu se créer pour soi-même, pour se sentir aimé, pour se sentir capable, pour se sentir apprécié, que ce soit soi-même ou des autres, et l'idée de perdre les structures qu'on a en place, nos structures égotiques, notre personnalité, etc., etc. Donc chacune de ces émotions, perçues négativement toujours, vient avec un message, d'ailleurs comme toutes les autres, vient avec un message qui lui est spécifique en réponse à l'une de ses peurs. C'est l'inconscient qui travaille pour assurer la survie de l'individu instant après instant. Une menace pour la survie, c'est pas nécessairement un danger physique qui se manifeste, qui toucherait une peur directement de l'extinction ou de la mutilation, donc nos deux premières, très physiques la plupart du temps. Mais ça peut tout aussi bien être quelque chose qui va menacer la capacité de l'individu à couvrir ses besoins, que les besoins ils soient réels ou imaginaires. On a largement couvert ça dans les vidéos précédentes. Un besoin réel, c'est par exemple un collègue qui menace la possibilité d'obtenir une promotion qui permettrait d'assurer un plus grand confort de vie. Je dis réel, c'est encore pas tout à fait le cas, mais on voit bien que c'est quand même relativement concret. Tandis qu'un besoin imaginaire, ça tiendrait plutôt au fait d'avoir besoin d'une plus grosse voiture pour satisfaire un besoin d'importance ou parvenir à acheter quelque chose pour faire taire une angoisse existentielle.
Beaucoup de nos besoins peuvent être menacés, hein, sont créés sur la base d'identification que l'on met en place. Vous pouvez revenir sur la vidéo concernant les identifications juste avant si vous avez besoin de revoir ça. On fait ça parfois en réponse à une pression sociale, parfois en réponse à une incomplétude personnelle. Le principe est relativement simple, quelque chose menace l'individu, ça déclenche une peur spécifique qui va entraîner aussitôt la manifestation d'une ou plusieurs émotions, parfois c'est une constellation, qui vont venir donner la tonalité de la réaction attendue. Donc une peur va déclencher une colère, ou une peur va déclencher une frustration, ou une peur va déclencher, etc. etc. On pourrait parfois s'étonner de ne pas se rappeler ressentir ces peurs la plupart du temps, mais ces sensations qu'on ressent n'ont d'importance que lorsque la réponse doit être une mise en alerte de l'individu uniquement pour gérer un danger immédiat. C'est ce qu'on pense à la peur directe qu'on ressent quand il y a un danger, qu'on ressent physiquement quelque part, les pneus qui crissent dans la rue ou quelque chose dans le genre. Dans les autres cas, la sensation de peur, elle est tellement passagère avant d'être couverte par une autre émotion qu'on n'y fait presque pas attention en fait. Mais elle est bien là, elle est bien présente et elle continue généralement d'alimenter l'émotion en question. La sensation liée à l'émotion est ce qui doit venir apporter une réponse de l'individu pour faire disparaître la peur. Donc si on a une peur qui déclenche une colère, la sensation de la colère va entraîner la mise en place d'un comportement de colère et de réaction par exemple d'agressivité pour justement pouvoir faire disparaître ce qui a causé la peur en premier lieu. Le cerveau donne les instructions qu'il pense être les plus adaptées pour conditionner une réponse en réaction à la menace perçue en fonction des expériences passées et des croyances individuelles installées. Ça veut dire que dans le cas de la menace d'un collègue pour une promotion, on pourra avoir deux personnes qui vont réagir différemment. L'une va choisir une forme d'agressivité pour entrer dans une compétition plus ou moins intense, tandis qu'une autre va se recroqueviller dans une dépression et dans une dévalorisation. On a deux histoires de vie, deux manières de réagir à une même situation. Les émotions seront différentes, mais toujours liées à une peur initiale. Dans les peurs fondamentales, je parlais de la cinquième, cette fameuse peur de la mort de l'ego, elle est particulièrement intéressante dans ses conséquences, que ce soit individuelles ou sociales. Ça ne change rien. Les deux sont vraiment très importantes. Même si c'est probablement la peur fondamentale la moins intense en puissance et la moins impactante des cinq, elle est aussi parfois la plus insidieuse. Déjà parce que elle peut reprendre les tonalités des quatre autres peurs, mais aussi parce qu'elle peut se manifester à partir de nos mémoires ainsi que sur des constructions égotiques qui sont complètement artificielles de toute façon. Donc voilà, c'est complètement imaginaire, complètement virtuel. C'est celle qui se déclenchera lorsque quelqu'un va s'attaquer à une de nos croyances, par exemple, ou à une de nos idées, ou à une manière qu'on a de percevoir la réalité du monde dans lequel on vit. La plupart de nos disputes, d'ailleurs, avec d'autres personnes, qui vont généralement ensuite mener à des émotions comme la colère ou la frustration ou ce genre de choses, et qui vont sous-tendre ces disputes, sont basées sur cette peur en particulier. Donc cette peur de la mort de l'ego. Euh, on va essayer de défendre notre bout de gras, on va essayer de défendre ces structures égotiques subjectives face à quelqu'un qui essaye de faire exactement la même chose. Donc c'est sur cette base que les conflits vont naître et vont escalader. Lorsque des visions sont trop ancrées dans une individualité quelconque, ou comme c'est le cas de croyances fortes ou d'idéologies, la différence que représente l'autre devient alors une menace pour nos structures égotiques, demandant à ce qu'elles soient défendues parce qu'on a peur de les voir disparaître et de voir disparaître une part de nous-mêmes avec. Donc ce ne sont pas que des idées qu'on défend à ce moment-là, c'est pas pour ça que notre cerveau déclenche de la colère, de l'agressivité, de l'intolérance et tout ce qu'on peut avoir à notre disposition pour défendre notre intégrité. Exactement comme on le ferait pour déclencher une peur de la mutilation. C'est pour ça que cette cinquième peur revient et reprend généralement les autres, mais dans une autre dimension. Ce principe, il fonctionne avec nous-mêmes,
hein, sans besoin d'une autre personne. Ça fonctionne notamment dans le cas où on décide de changer quelque chose chez nous pour parvenir à avancer, à dépasser une problématique. Par exemple, c'est la difficulté qu'on a quand on commence un travail thérapeutique. On se heurte à cette peur de devoir détruire une part de nous-mêmes pour pouvoir justement changer. Étrangement, c'est cette peur qui va exister, qui va exercer la plus grande résistance contre ces changements, parce que ça veut nécessairement dire qu'on est en train d'essayer de modifier ou de détruire une part de nous-mêmes. C'est généralement ce qui fait qu'on ne parvient pas à mettre les changements en place. Plus l'importance de la croyance qu'on essaye de toucher est grande, plus la peur sera intense, donc plus il sera difficile de s'y attaquer. C'est le principe on sait ce qu'on perd et on sait jamais ce qu'on retrouve. Et le cerveau, ne fonctionnant qu'avec des promesses de mieux, il aime pas trop ça, donc il préfère garder ce qu'il connaît parce que l'inconnu c'est toujours potentiellement pire et plus désagréable que ce qu'on avait appris à gérer, même si ce qu'on est en train de gérer c'est pas forcément génial non plus. Donc ce qu'il y a à retenir ici, c'est que ce qu'on ne prend pas le temps de remettre en question, si on ne prend pas le temps de remettre en question ces émotions qu'on ressent négativement, hein, ou au moins de les remettre en perspective, alors on est en train de réagir à une peur qu'on ne comprend pas toujours. Lorsqu'on est en colère, hein, je reprends cet exemple, si on ne comprend pas la nature de la peur sous-jacente, on ne comprend pas forcément pourquoi on est en colère et du coup c'est beaucoup plus difficile de s'en extraire. Donc il faut toujours prendre le temps de revenir à cette peur initiale pour voir ce qui nous a fait réagir comme on l'a fait. C'est la fameuse colère face à la queue de poisson. Évidemment qu'on se met en colère parce que la personne vient potentiellement nous mettre en danger, un risque d'accident ou quoi que ce soit, donc ça nous met en colère. Et on se met en colère contre la personne. Alors, évidemment, la plupart du temps, les gens ne le font pas exprès, ils ne le font pas intentionnellement. Donc, c'est pas une volonté de nous mettre en danger. Donc, on réagit à une peur et on se met en colère pour quelque chose. Euh, et d'autant, ouais, effectivement, surtout avec les émotions qui en découlent hein, de ces peurs, la plupart du temps, c'est jamais dans la peur qu'on a nos comportements les plus intelligents et les plus constructifs. D'où l'intérêt de les remettre systématiquement en question. Bonne journée à tous.